là. Il y a une flash en plus. Ouais, ça c'est bien. Ça se replace. Ça laisse pas trop à l'adversaire l'opportunité de prendre des kills. On a quand même un joueur en plein milieu, mais ça va. Un joueur, c'était pas trop osé quoi. C'est pas mal. Oh, petit fail là. Mais il joue bien, il joue bien. Il rate, il se replace. Ça c'est très bien. Et là ça joue bien sur les crosses et tout. Ouais, le GR est vraiment pas mal. Hein. Avec les mecs, ils étaient 3B de base. Il y a les pivots longs ici. On a vu qu'il a bien fait la rotation vers le B quand ça fake. Donc ça veut dire que le fake a très bien marché. Et en plus de ça, on avait encore une flash pour déborder le mec pit. Ça a pas mal, ça a bien débordé. Je pense qu'il y avait quand même mieux à faire au niveau des chemins de rush. Avoir des mecs qui sautent peut-être. Un peu mieux. Mais en soi, ça reste très correct. Est-ce que j'ai mes touches pour accélérer? Ouais, je les ai. Trop cool. Donc là, attends. J'ai raté un petit truc. J'ai raté un petit truc. Avec quelqu'un qui se fait tuer par le scout, non? Ouais. Donc ça, ouais. La prise d'info est mauvaise. Vous voyez qu'au niveau pro, les joueurs en fait ils prennent l'info du basecade ici. Soit ils font du strafing, soit ils font accroupi debout. Accroupi debout, l'avantage c'est qu'on peut tenter de one-tap le mec et de se raccroupir. Soit ils font des sauts de gauche à droite. Et là c'est vrai que le décal ici, je pense qu'on va le voir sur la vue du mec, mais le problème avec cette prise d'info là c'est qu'on est beaucoup exposé. Et que en fait le joueur sur un timing, si il décale au moment où tu repars de ta prise d'info, en fait il peut te voir avant et du coup il est prêt à ce que tu redécales. Donc là je pense qu'on va le voir, mais le joueur terreau va pas le voir en fait. Mais par contre le CT lui va le voir. Donc là au moment où il repart, hop. Ouais c'est ça, il a vu en fait il a vu un bout de son corps au moment où il repartait. Et du coup il est prêt au redécal quoi. Bon, après il met un bon flic mais... Ouais, deux fois en plus. Il a vu une première fois, une deuxième fois et une troisième fois. Donc ouais, petit... Donc là c'est de la micro, c'est vraiment des petits détails, mais ça fait la différence. Entre un start en 5v5 ou un start en 5v4 quoi. Alors comment on va gérer ça? 4v5. On sait que c'est du force, il y a un scout en face. Après ce qui est bien c'est qu'en tout cas, Dash ici il était en prise d'information, donc l'intention est bonne. Après c'est juste dans la technique. Il faut bien faire le... Enfin, il faut être conscient de ce qu'il faut faire quoi. De la meilleure prise d'information possible. Ok, donc là on prend les apps solo. Pourquoi pas? On a l'info des apps. On est quand même très hésitant, on est très silencieux. Heureusement qu'en face ils n'ont pas les informations dans le T, donc ils rajoutent stuff. Ah, le contrôle map est un peu trop lent. Il est un peu trop lent, du coup... Là ça va peut-être pas jouer, mais contre une bonne équipe, si les mecs savent bien jouer avec le stuff et tout, on sera obligé en fait de faire des finitions dans des smokes, de cross des smokes, de se faire contre stuff et tout. Et c'est pas bon quoi. Donc là heureusement l'équipe d'en face ne joue pas en écho de smoke. En fait l'écho de smoke c'est le principe de conserver ses smokes le plus longtemps possible en CT. Et en fait de faire une rotation de smoke dès que les terreaux ont plus le temps en fait. L'avantage de ça, c'est que forcément, moins il reste de temps, plus les terreaux vont devoir se précipiter pour entrer sur les BP. Et forcément, s'ils doivent se précipiter pour entrer sur les BP et qu'en plus de ça, il y a des smokes pour les bloquer,
C'est difficile pour l'hétéro d'attaquer les BP en fait en fin de round. Bon après là en face ils jouent pas comme ça, donc tant mieux pour vous. Mais, mais ouais, contre une bonne équipe c'est un risque à pas négliger quoi, on peut pas contrôle trop passif. D'ailleurs on va perdre le round. Donc là il n'y a pas vraiment d'exécution. En fait l'avantage dans les anti-échos c'est on a beaucoup de stuff. Et on a des armes de rush, des trucs comme ça contre des deagles. Donc il faut utiliser le stuff à bon escient quoi. Là on voit que c'est fin de round, ça tente une accélération avec une smoke longue. On va dire que c'est du kit ou double. Est-ce que tu as envie de jouer ton round anti-écho sur un kit ou double? Pas forcément. Donc là ça tente, on dit ok vas-y on tente la short, c'est parti. Malheureusement c'est pas passé, en plus de ça on a un joueur qui a l'info tout seul banane. Donc là on voit le problème de pas avoir de bon contrôle map. On a un joueur en prise d'info tout seul et du coup ils sont limite 4 côté A quoi. Donc là forcément on enclenche A, on a un cross de 3 joueurs qui sont plutôt pas mal positionnés. Et en plus de ça, on a beaucoup de stuff côté hétéro, mais il n'y a qu'une smoke longue qui est utilisée, une flash vite fait je crois, donc c'est pas... Le round n'est pas terrible quoi. Après de manière générale, les anti-échos qu'on voit souvent c'est contrôle T, contrôle de la banane. Comme sur un round d'armée en fait, on joue exactement comme si on jouait un round d'armée. À la seule différence que justement les mecs en face ont pas beaucoup de stuff, du coup ils vont pas pouvoir contrer par exemple si on joue 5v2 en B ou 5v3 en A. Donc ouais généralement ce qu'on va avoir c'est peut-être une exécution B avec des mollo C3, mollo C4. Un truc assez propre où les mecs même s'ils sont 3 ou 4 en B, c'est un stack B. En fait on les dézone donc ils ont pas l'opportunité de rester en cross et de faire des trucs bien quoi. Ok, donc là on a deux joueurs. Force buy. Attends, mais j'ai raté un truc là. Il a mis le round en fait. Ah non, pardon. Qu'est-ce que je raconte? C'est qu'il y a une arme de save. Ok. 1-1, une arme de save. Ok, donc là, dans le but de ce genre de round, c'est de jouer sur l'arme en fait. On va essayer Après, les mecs en face savent qu'il y a une AK, mais bon. Ça va être à l'AK en fait de tenter des entries. Pourquoi pas même utiliser un joueur qui est au deagle, ou même le joueur P250 pour sauter des lignes et tenter de prendre des kills. On va voir si c'est bien appliqué ce principe là. Est-ce que on va avoir l'AK qui va tenter des kills, ou est-ce qu'on va avoir finalement plus des joueurs deagle qui vont tenter des kills et finalement ça va pas permettre de prendre un gros avantage. Donc là c'est bien, l'AK est en première ligne. Dommage qu'on n'ait pas de joueur qui ait pris du stuff plutôt qu'un Kevlar. Généralement dans ce genre de round ça a toujours sauvé les rounds en fait d'avoir comment dire, plutôt qu'un joueur prenne Deagle Kev par exemple, bah, il va prendre P250 et du stuff. Là on voit qu'il y a un RK qui a juste acheté un P250. Bon je pense que ça doit être la hop de l'équipe sûrement. Il va peut-être save à hop. Mais on n'a pas de support en fait pour l'AK, c'est ça qui est dommage. Et c'est le joueur qui a l'AK en fait qui a le stuff pour finir. Donc on va pas être trop bien. Donc là c'est bien, il y a un entrée prix et on se retrouve l'OHP. Donc là automatiquement on se retrouve l'OHP, 5v4. Là ZDK il doit trade son AK avec un joueur, on va voir si ça va être fait. En fait ce qu'on veut c'est exploiter les forces au maximum et redonner une deuxième vie à ce joueur en fait qui a 13 HP. Donc par exemple ouais là il y a qui derrière?
BDV, bon lui il a un petit Kevlar donc ça va pas être hyper intéressant. Par contre l'échanger avec lui par exemple, même si c'est un processus qui prend un peu de temps parce qu'il est un peu loin, ça aurait été bien quoi. On... Comment dire, on suréquipe un autre joueur, c'est-à-dire qu'il va pouvoir faire la diff une deuxième fois, la cave va servir une deuxième fois. Ah ok ça marche, ouais on peut écho pour un autre joueur effectivement. Donc ouais là on a vu le cas qui aurait pu profiter d'une AK, avoir une deuxième chance, parce que qu'est-ce qui va se passer en fait. Lui il a 13 HP. Voilà, il y a l'échange qui a été fait avec un joueur qui a pas de helmet par contre. Donc là c'est bien, le principe est bien appliqué. Donc c'est cool. Ça c'est bien. Moi je l'aurais mis sur Vulca plutôt qu'il y a un gros kev parce que si jamais il y a un fight et qu'en face moi il y a des MP9, des trucs un peu... on va dire que tu prends une tête, t'es un peu déçu quoi. Euh, Ça aurait été mieux sur Vulca. Ouais. Ça donne plus de chances de faire des kills. Après bon, Dash c'est pas trop mal non plus. J'aurais pu mettre un 10 sur 10, allez je vais mettre un 9 sur 10. Comme ça là on avance bien, en face ça reprend. Là il est tout seul, on accèle dessus, parfait. En plus on a récupéré des smokes. Là ça check bien, on déborde bien, 3v2, nickel. On a NRK qui a une smoke qui pourra re-smoke en plus. Ok, donc là il y a une petite erreur. Sur un 3v2 comme ça, il y a une règle en fait. Attends que je réfléchisse. En fait voilà. Là on se retrouve dans une situation en fait où on a 3 joueurs. C'est un 3 contre 2. Daz. Ah pardon excuse-moi. Ah oui c'est vrai c'est un Z. Daz. Allez Daz. Ça c'est fait. En fait on a une règle très simple. C'est... ça c'est même dit dans l'art de la guerre et tout. C'est faut éviter de... En fait on peut pas défendre toutes les zones. C'est... si tu défends toutes tes zones, ça veut dire que t'es fort nulle part. Donc là, ce qui va se passer en fait, c'est quand le joueur qui a posé la bombe, il va aller pull. Et on va avoir un joueur ruine. Donc qu'est-ce qui se passe? En fait, on a un joueur qui couvre le CT, un joueur qui couvre la ruine, et un joueur qui couvre la banane. C'est-à-dire que dans tous les cas, on va se retrouver sur un 2 contre 1. Si les joueurs en face reprennent ensemble. Ou des 1v1. Donc c'est Team Croisière. Donc c'est pas terrible en fait. Donc là c'est un principe qu'on peut appliquer à toutes les maps. Par exemple sur D2 vous savez quand on n'a pas la short on prend la longue, quand on n'a pas la longue on prend la short. Et là sur banane sur le B pardon c'est le même principe en fait. On va soit choisir de défendre la ruine, soit choisir de défendre la banane. Le seul cas on va dire où on va défendre les deux, c'est quand comment dire, quand on a 5 joueurs par exemple et qu'il y a un joueur qui a déjà la banane par exemple. Là on dit ok vas-y on peut prendre la ruine et on peut défendre la banane. Et là dans une situation comme ça il aurait mieux valu que NRK par exemple il rejoigne ZK et qu'il fasse un setup à 2 ruines pour ce trade, ou alors un setup même ici, bobine ça marche, à 2 ici. Souvent c'est assez fort parce qu'en plus on a le cross avec le mec C3. Je crois qu'on avait appelé ça... Je crois que chez Business à l'époque on avait appelé setup... les setup triple ligne comme ça on peut s'entraider, on avait appelé ça Pythagore je crois. En mode c'est un truc mathématique, tu sais, t'as une triple visée sur les mecs. Mais en mode ouais là tu peux avoir une double ligne là. En plus de ça, tu vois l'ombre des mecs s'ils décalent en slow. Donc t'as un double avantage. Et en plus de ça, t'as le mec C3 qui peut couvrir CT l'info banane. Et tuer le mec ruine s'ils avancent. Donc trade sur le contact des mecs qui sont ruines. Et en plus de ça, si ça vient banane, donc si lui il a un contact pull par exemple, bah, on a le joueur ici qui est bobine qui peut aider là en fait. Voilà. Donc là on voit vraiment qu'il y a énormément de possibilités de s'entraider, de faire des trucs bien. Mais malheureusement, bah, le fait d'aller dans la poule et tout, on passe d'un round. On a un peu l'avantage. On va dire c'est du 70-30. Bon, on a bien l'avantage, allez, 70-30, parce qu'en plus on a un AK C3, c'est vraiment pas mal.
un round on est assez dispersé et du coup le round va se jouer en 50-50 parce qu'on a des duels 2 partout là. Là je dis ça mais c'est pareil, c'est-à-dire que si le mec Rune a été tout seul et qu'il y avait un CT qui était arrivé de la banane, le mec pool il se retrouve en duel contre la banane, en plus il a pas de Kevlar. Si les mecs qui jouent un minimum bien en face ils se mettent une flash pour la pool pour que le joueur décale le pool, c'est pareil, on se retrouve dans un 2v2 quoi. Donc là on n'a pas exploité toutes ces possibilités, c'est un peu dommage. Mais voilà, soit on perd, soit on apprend quoi. Après on va mettre le round bien sûr, je pense. Le joueur AK C3 c'est très très fort. Et voilà. Contre le but aussi c'est pas seulement de regarder les rounds qu'on perd, aussi comment on aurait pu assurer les rounds et mieux les gagner quoi. Parce que voilà, là c'est passé, mais peut-être que contre... j'en sais rien, moi demain vous jouez Apologis, peut-être que ça passera pas quoi. Ok, donc là on repart sur un contrôle map, une anti-écho. Il n'y a pas de mollo boiler. Ou j'ai raté? Non, il n'y a pas de mollo boiler. Donc là, faut faire attention, c'est une erreur de routine en fait. C'est une erreur de routine parce que la mollo en fait elle empêche les agressions. Les agressions synchronisées. En fait, il y a plein d'agressions qui existent bien sûr, mais généralement quand on va voir un mec qui va décaler par le boiler plus par le mid en bas, ce qui peut arriver assez souvent, ou même une double aggro vitre, on va peut-être perdre les deux joueurs, ou au moins un des deux quoi. Si c'est bien fait avec les bonnes flashs et tout, il y a un risque qui est pris. Donc là il y a un risque qui est pris dans la routine. La mollo elle coûte rien, franchement on peut la garder. Bon, après ce qui est bien c'est qu'on a quand même les deux joueurs qui sont prêts à se cacher, donc c'est pas une erreur. Je dirais pas que c'est une erreur stratégique parce que je pense que ça peut passer, tu vois. Mais moi j'aurais pas pris le risque. Personnellement j'aurais mis la mollo quoi, j'aurais pas pris le risque. Surtout qu'en fait après au niveau du plan de jeu et tout ça, j'en parlais en cours la dernière fois, mais ça permet d'instaurer la routine, de dire ok on est là, on contrôle et tout. Et justement bah ce genre de truc là, ça serait peut-être pas arrivé parce que le mec qui a mollo, du coup il se dit bon ça se trouve il y a un mec qui est monté. Donc je vais pas forcément avancer là quoi. Bon ça le contrôle est bien, on attend les mecs. Prise de zone. On a la banane de loin, le contrôle, ouais ça passe. Je pense qu'il y a du stuff un peu plus propre à mettre quand même que ça. Je sais pas si la smoke a été bien mise. Je vais voir comment elle a été mise, est-ce que ça a été à l'arrache, est-ce que c'est avec un repère, mais... il y a un peu mieux à faire je pense quand même. Je vais mettre là, comme ça je pourrais voir. Si ça a l'air d'être mis avec un repère. Par contre, attends, j'ai vu quelque chose qui m'a pas trop plu là. Je crois. Je crois que le joueur est vachement exposé du décal short. Je vais vérifier ça, mais je pense que c'est qui? C'est Daz qui met la smoke. Non, c'est pas lui. Ça doit être BDV. Non. Non, c'est bien lui. Ah non, d'accord, il y a un joueur qui met la mollo d'ici. Et un autre joueur. Du coup, c'était bien. Attends. Attends, pourquoi je vois encore les 4 smokes là? J'ai bugué? Attends, what the fuck? Ah non, c'est que t'as ramassé une smoke, BD. Attends. Je regarde. J'ai loupé un détail. Là. Elle vient du spawn. Pourquoi j'ai vu un fil à tirer? Ah, c'est une flash? Ah oui, d'accord. Ok, donc c'était bien ça en fait. C'est bien le joueur T-spawn qui met la smoke. Ok, ouais, non, ça c'est bien. Ok, j'aime bien. C'est cool. Ah ouais, c'est que j'ai confondu les traits en fait. Ouais, elle vient du T-spawn, c'est ça. Ok, elle est pas trop mal. Par contre, on a un gap là.
Et ça, c'est pas... Je pense que si le mec il monte sur la palette, il y a moins qu'il ait une petite vision. D'ailleurs, on va prendre un kill à travers là. Bon, après la smoke fade, mais... Ah, il arrive à prendre 2 kills quoi. C'est pas top. C'est pas top. Faut que la prise soit un peu plus rigoureuse quoi. Qu'il y ait un joueur qui est défini pour garder la smoke. Ouais, être un peu plus rigoureux quoi. L'idée est pas mauvaise, mais ouais, moi j'aurais été un peu plus rigoureux. Je vais voir juste est-ce que les apparts ont bien été pris. Ça va être important aussi. Si on n'a pas les apparts et qu'on prend le T, ça va être un handicap. Par contre, ouais, on tue des joueurs appart. Par contre, on prend pas le contrôle de l'appart. Tiens, on a un très bon stuff là. Je sais pas qui a mis la nade, mais la mollo, je crois. Ouais, c'est avec la mollo qu'ils ont pris cher. Ouais, donc là c'est des petits détails, mais on va dire que ne pas avoir le contrôle des apparts, c'est sur un anti-écho. Genre lui là, il peut mourir à tout moment quoi. Même eux, je dirais. Là, bah là d'ailleurs, il y a un joueur en plus. Ok, heureusement qu'il y a eu un... Bon, il a eu un bad timing, mais... C'est un peu négligé. En fait, je pense sur ce genre de prise... Donc là, en soi, on a une smoke pour deny les agro-boilers, les trucs comme ça. Ouais, elle est bien courte, donc ça permet de pas se faire tuer d'ici. Ça, c'est pas trop mal. Par contre, on est exposé du toit. Donc là, il aurait fallu peut-être une mollo sur le toit. Je pense que la mollo de BDV, elle atterrit en bas du toit. Enfin, sous le porche. Ouais, voilà. Donc là, si on a un joueur là, par exemple, bah, il se régale, quoi. Il fait un kill. Peut-être il arrive à gratter un kill par-ci. Ensuite, lui, il arrive à gratter un kill par-là. On va dire que le... Ouais, ouais, il était parti dans les abstés, mais avec les abstés, on aurait pas pu le voir. Bad timing, mais clairement, je valide qu'il fallait pas. C'est vrai. En fait, t'es pas obligé de prendre l'appart, quoi. T'es pas obligé. C'est vrai que tu peux te dire, ok, nous, on veut pas prendre les apparts, c'est de l'anti-écho. Vas-y, on va délaisser cette zone. On leur laisse la zone, tant pis, nous, on va passer côté long. Par contre, faut mettre la mollo là, il faut avoir peut-être un joueur qui sécure tout d'ici, quoi. Soit d'ici, soit de l'escaté, qu'il ait au moins le contrôle du cul. Comme ça, là, on passe côté long, on a 3 joueurs qui passent, un joueur qui garde la smoke. Et là, si on est sur un truc pas trop mal. Là, c'est vrai qu'il y a énormément de lignes qui sont négligées. Et ça peut jouer, quoi. Ça peut jouer. Ok, donc en face, on est encore sur un écho, mais ils sont tout en écho, eux, quoi. Là, il fait une prise assez rapide du T. Ouais. On revient, c'est de l'écho. Là, on va se trade. Ah non, on dégage. Dès que j'ai le boiler. J'ai déjà vécu ce genre de round. Ce genre de round où où t'as l'avantage. Et en fait, y a un mec boiler qui te tue de dos. Il récupère l'arme, il va à part, et de la part, il fait carnage, quoi. Je sais pas, est-ce que c'était lui le joueur dans le boiler ou... Ouais, c'était lui. Donc là, il se replie. Hop, il y a le joueur qui passe tout seul. Ouais, il aura de bien, quoi. Ok. Bon, après, en 3v2, on aurait pu sécure en vrai. Enfin, en 3v3, pardon. Mais bon. Allez, on va regarder le round d'armée, ça va être beaucoup plus intéressant, je pense. Alors, moi, j'ai une petite question. Est-ce qu'il y a une analyse des adversaires qui a été faite au préalable? C'est juste pour savoir comment je dois analyser la démo. Parce que là, si c'est fait s'il y a une préparation de match et que vous faites ça, tu vois, ça me va totalement.
Ok. Par contre, là, s'il n'y a pas eu de préparation et que vous partez direct sur un round Axel B avec full AK, qu'on a joueur quand même en smoke pompier. Ouais, en gros, là, pour moi, c'est pareil, c'est qui tout double, quoi. C'est-à-dire que là, quand tu cours comme ça à 5 dans la banane, tu prends un pari, en fait. Tu te dis, ok, bon, si les mecs ils jouent classique, 2 reculés BP, ok, ça marche. Si les mecs ils jouent exactement comme ça, c'est parfait, quoi. Ça passe, vous avez la banane rapidement, en plus vous exécutez. Euh... Homer, lui en plus. Je veux dire, il y a un truc à faire, quoi. Vous êtes plutôt pas mal, ça accèle. Il y a du stuff en plus. Smoke un peu tardif. Le round est trop bizarre en fait, je comprends pas ce qu'ils font en face. Ouais, je vois. Je vois, je vois. Ok, je vois. En soi, après tout dépend de ce que vous visez. C'est-à-dire que... Comment dire? Là, ça passe parce qu'en face, clairement, ils sont pas bons, quoi. Clairement, il n'y a aucune réaction, il y a une rotation. On sait pas pourquoi les mecs ils bougent. Et du coup, ça passe. Et contre une équipe, je sais pas, on va prendre, imaginons du niveau main, même intermediate. Intermediate ESA, je parle. C'est souvent les équipes intermediate ou main en ESA, c'est des équipes qui, pour prendre l'intermédiaire par exemple, c'est des équipes qui ont des idées un peu de comment jouer, qui maîtrisent quelques trucs, mais sur des anti-rush basiques et tout, ils maîtrisent quoi. Généralement, ça maîtrise les anti-rush, surtout contre des AK où on n'a pas forcément une force de. Une mobilité, on va dire. Là, ça serait pas passé. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? En fait, on est contre un setup classique. Il y a un joueur en contre-stuff. Il y a un autre joueur qui est prêt à réceptionner. En fait, là, boum, il y a un joueur qui contre-stuff. Il met mollo en plein milieu. Une flash. Ça décale. On prend au moins 3 kills, quoi. Sur un vrai setup classique. Après, les mecs en face, bon. Voilà. Leur défense est pas petit. Donc, je suis totalement d'accord sur le fait que ça passe contre eux. C'est-à-dire que là, ok, ça passe contre eux et tout. Mais le problème, c'est que pour un entraîneur, comment dire. Bon, ça c'est un match officiel, hein, bien sûr, c'est un match de ligue et tout, donc c'est tout à fait approprié, c'est bien. Mais sur le long terme, c'est pas le genre de round qui va vous faire gagner. La façon dont c'est exécuté et dans le contexte, sans préparation et tout, ça vous fera pas gagner contre des bonnes équipes, quoi. Là, contre une bonne équipe, en fait, tu perds le round et tu perds en fait, ton premier round armé, en fait, finalement. C'est vraiment le premier round où les mecs achètent et où toi t'achètes. Donc oui, effectivement, tu peux analyser qu'une équipe a un mauvais. Comment dire? Qu'ils aiment pas trop les changements de rythme et tout. Mais vu qu'il n'y a eu aucun round armé pour l'instant, tu peux pas réellement te baser dessus. C'est-à-dire que là, ça passe. Mais si vous voulez vraiment, comment dire, step up en équipe, c'est un round qui n'existe. En fait, ça n'existe pas niveau pro, quoi. Ce round là, dans ce contexte là, n'existe pas au niveau pro, tout simplement. C'est-à-dire que le risque est trop grand pour dire ok, vas-y, je vais faire ça, quoi. C'est comme si au poker tu mettais all-in sur quelque chose qui n'est qu'au final qu'une supposition. Et que, ouais, faut comprendre le contexte des rounds est différent. Tu vois, t'as fait des accélérations contre des mecs au pistolet, tu vois. C'est pas vraiment pareil qu'un round armé bien classique. C'est pour ça que tu verras jamais niveau pro une accel comme ça.
À part si en fait le match a été préparé et qu'ils savent que par exemple, je sais pas, le mec joue solo B, enfin les mecs savent exactement comment ils jouent quoi. Ils ont préparé le match. Et dans un match comme ça où tu connais ni ton adversaire, ni exactement de ce dont quoi ils sont capables, ça passe pas. Prendre 5 exemples, tu joues une autre équipe, les mecs font une défense banane classique avec mollo HE, ton rush estompe quoi. Tu te fais défoncer. Donc après, dans l'idée, c'est trop. Mais tu penses ça que c'est nécessaire qu'on ne peut pas faire analyser là. Est-ce que c'est nécessaire? En gros, on va dire que c'est pas une erreur dans le sens où la stratégie est adaptée au niveau de vos adversaires, en fait. Mais c'est des mauvaises habitudes, quoi. C'est-à-dire que vous rentrez. En fait, pour vous, c'est une solution. Alors que si tu montes légèrement de niveau, c'est plus du tout une solution. Ça devient un handicap, en fait, de faire ça. C'est-à-dire que tu vas dire, ok, je change le rythme. Sauf qu'en termes d'exécution, et ce qui est proposé, en fait, c'est-à-dire qu'on a 5 joueurs ici. On n'a pas de point d'appui en cas de. En cas de. En route de secours, quoi, si jamais ça se passe mal et tout. C'est-à-dire qu'imaginons que les mecs ils mettent juste double HE, imaginons. Déjà, tu perds la moitié de tes HP. Les mecs ils bloquent avec une smoke. Et en fait, t'as perdu la moitié de ta puissance, on va dire, pour rien au final. Pour tester leur réactivité, comment ils agissent en face face à un rush, mais je comprends. Mais même pas forcément, tu vois, contre des mecs qui vous a étudié. En fait, juste sur des mecs qui jouent classique la banane. C'est-à-dire, comme moi, j'apprends par exemple à l'EGS aux étudiants, avec un jeu de stuff qui est bien préparé, les bonnes réactions, par exemple, pour expliquer la prise classique en CT. En fait, on va avoir deux joueurs qui vont venir, qui vont mettre mollo contact ici, mollo là. Donc là, forcément, tu es dans un rush, c'est-à-dire tu cours à 5 ici. Tu as les 5 bonhommes qui courent, les 5 terreaux. Et en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que là, tu n'auras pas d'autre choix. Tu seras obligé de pompier parce que sinon, tu perds trop d'HP. Et, et en fait, vu que tu pompier, tu vas annoncer ton rush. Parce qu'en plus, tu mets pas de mollo banane, c'est-à-dire que les mecs savent que t'es pas en contrôle. Tu pompier. Les mecs, ils savent que ça rush. T'as le joueur ici qui met une flash en l'air. Là, t'es obligé de cross les mollos parce que t'es dans un rush, t'as envie de déborder. Et en fait, t'as le joueur sandbag ici qui réceptionne les joueurs. Salut Mathias. Donc là, ouais, contre un round classique, vraiment le round le plus classique de prise banane DCT, ça serait pas passé. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que en fait ce niveau-là de jeu, que eux ils jouent, l'avantage c'est quoi? C'est que si tu joues en classique, tu gagnes les rounds en fait. Tu gagnes les rounds parce que les mecs, individuellement et en termes de préparation, c'est-à-dire que leur équipe, leur niveau de jeu et tout, fait que vous êtes au-dessus en fait. Vous êtes au-dessus en termes de skill, en termes de mécanique de jeu, en termes de connaissance de jeu peut-être. Vous êtes au-dessus, donc tu vas forcément gagner un round en contrôle. En fait, tu les domines quoi. Tu les domines en termes de skill, en termes d'individualité, donc tu gagnes tous les rounds. En soi, on va dire qu'on va se reposer sur un lead stratégique, alors que en soi, rien que dans la micro, tu vois, en termes de skill individuel et tout, tu vas être meilleur. Et c'est ce type de jeu, de control map, qui va permettre en fait aux joueurs de progresser et de aller beaucoup plus haut. Alors que là, bah, ce round comme ça, oui, effectivement, ça permet de remporter ce match, peut-être un round dans ce match, peut-être les autres rounds aussi, mais ça va pas permettre aux joueurs de progresser sur leur rôle et sur ce qu'ils doivent vraiment faire en fait. Parce que voilà, aujourd'hui on regarde un match pro, ils sont sur des contrôles map et ça va être très focus sur la micro-stratégie, sur comment aller prendre les zones, comment mettre la pression aux adversaires, couper les informations
Et c'est là où la stratégie va vraiment démarrer, où tu vas commencer à faire des définitions différentes. Brain, ok, les mecs ils sont pas bons contre les finitions, vas-y go go go, hop, c'est bon. Et là c'est du... On va dire que c'est assez... C'est pas, en fait c'est pas ce genre de round dans ce contexte là qui va vous permettre de step up quoi. Ça permet de gagner ce match mais peut-être, mais ça permettra pas de vous hisser à plus haut niveau. Donc là on est sur un contrôle, c'est bien, hop on punit. Je vais peut-être pas faire tous les rounds. Donc là contrôle à part, joueur isolé, il y a l'info des deux qui sont donnés. Donc en soi on se fait tuer mais on donne l'info qu'il y a deux mecs. Donc c'est pas trop mal. Après de manière générale faut éviter de prendre les apparts solo contre de l'anti-écho. On va bien mettre les walls, bien mettre les molos. Mais on va dire que c'est ok quoi. Parce qu'on est prêt à enclencher côté B. Et on donne une info importante. Donc là je vais passer. Je vais voir peut-être un round qu'ils ont mis. Après c'est vrai que je le remarque souvent avec BDV quand il joue, quand on joue ensemble, quand on travaille ensemble. Il a tendance à beaucoup analyser les réactions des joueurs en face, ce qui se passe un peu au niveau stratégique. Malheureusement, comment dire, à plus haut niveau, c'est pas ce qui va faire vraiment la différence en fait pour le niveau intermédiaire main, par exemple en SA, c'est la micro-gestion des joueurs en fait. Est-ce qu'ils sont capables de. Est-ce qu'ils ont les connaissances et est-ce qu'ils sont capables de bien prendre les zones? Est-ce qu'ils sont capables de bien contester la banane en gagnant les zones mais en ayant toujours un avantage au niveau des stuff? Quelle équipe va utiliser les meilleurs utilitaires? Ça demande l'intelligence des joueurs. C'est pas le leader qui, par exemple, imaginons que le leader il joue là, de ce côté-là. Bah, il pourra pas dire ouais, vas-y, ZK, Vulka, prenez la banane comme ça, faites ci, faites ça. C'est aux joueurs de faire ce travail-là en fait. Donc ouais, ça va être ça à haut niveau quoi. Et la macro stratégie en fait, de quoi doit s'occuper le leader, c'est vraiment ça pourra impacter peut-être au niveau définition, au niveau des redirections, des mid-calls, peut-être la préparation d'équipe surtout, c'est super important, avoir un plan de jeu, des trucs comme ça. Ah, vous avez deux leads pour chaque side, je vois. C'est pas trop mal, ça peut être bien, ouais. Ça se fait. Donc là, tu vois, c'est pareil, hein, 50 de jeu. 50 secondes de jeu, pardon, merde. On a ni pris le contrôle du T. En fait, on n'a pas pris cette zone-là. On n'a pas pris cette zone-là. Et par contre, on a la banane. Ça, c'est bien. Le problème, c'est quoi? C'est qu'en face, en fait, bon, je peux pas montrer sur l'écran, mais bah, ils ont full stuff, quoi. Donc là, c'est une équipe qui joue bien. Il reste 40 secondes. Peu importe où tu vas attaquer, il y aura du contre-stuff. Donc si le mec il joue bien avec le contre-stuff, en fait, t'es sûr que ton attaque va être bloquée. Après, si tu vois, je sais pas si ça a l'air d'être des joueurs qui jouent beaucoup avec le contre-stuff. Par exemple, là, tu vois, dans un setup, dans une bonne équipe, t'as un joueur qui a stuff en main et un joueur qui a l'info. Donc, imaginons que lui, il mette une mollo là, époque, et qu'ensuite, l'autre joueur, lui, il a par exemple pas parti, il remet une autre mollo derrière. Bah, en fait, on a bloqué une attaque, jusqu'à 0 secondes, quoi. Là, c'est pareil, on a beaucoup de stuff. En CT, on l'utilise pas forcément. On commence à utiliser le stuff, mais bon, c'est un peu late. Donc là, on a l'exemple parfait. En fait, on a une smoke en plein milieu. Je pense que les mecs ont dû mettre mollo et on a dû pomper. Et directement, l'attaque, en fait, est très affaiblie. Bon, les histoires de contrôle map, en fait, surtout sur Inferno, c'est une carte où on va beaucoup jouer avec les utilitaires. On va essayer d'affaiblir les utilitaires adverses, de prendre le contrôle des zones. Et grâce à ça, on va pouvoir faire des finitions en fait, où on sera pas handicapé, quoi.
Donc là, il y a la bonne routine. On prend les apports sévères, on se fait punir. Ça, c'est plus individuel. Ok. On va regarder le CCD parce qu'il nous reste plus que pas énormément de temps. J'ai une petite réunion après. Je noterai les points, je ferai une conclusion au final pour vous donner un petit avis à peu près cohérent. Donc là, ouais, pistole, classique, 1A, 4A. Enfin, classique. Pas classique, mais ça se fait quoi, c'est bien. On a une défense du T. Sortie appart. Ça, c'est cool. Là, ça redirige en B. Ça met des bonnes têtes là. Ça grille un peu, mais ça met des bonnes têtes. Ouais, là, on est sur un bon round, on est sur un round pas trop mal. Là, les joueurs font le taf, donc c'est bien. Là, on a une prise de la banane. Ok. Ok, c'est pas trop mal. C'est du Glock en face, mais ça passe. Ok, donc prise à 3 bananes. On commence direct. Un joueur qui met la flash, ça c'est bien. Un joueur qui smoke au fond. Donc là on sait, il faut aller chercher le joueur en fait. On a fait un start à 3B, il faut aller chercher le joueur. On peut pas rester comme ça. Quand on start à 3B, il faut prendre le contrôle de la banane. Là on va se retrouver avec un joueur tout seul. En fait on a... Quand on start à 3B, c'est pour prendre la banane. Donc à part si vraiment les mecs en face ils jouent bien et que... Ouais c'est ça ouais. C'est par exemple là avec le spawn de NRK tu vois. Après ça on a vu, BDV l'a vu, on l'a vu ensemble avec BDV, on a vu différentes prises qui pouvaient être efficaces et tout. Mais rien que par exemple là il fait une prise rapide où lui il va décaler, il met juste la smoke en fait, il a même pas besoin de mettre la mollo. Il a juste à courir, à cross la mollo, tout droit en fait. Il va perdre quoi? Il va peut-être perdre... il va un HP s'il y a une mollo. Voilà, les mecs en face mettent même pas de mollo, donc c'est bonus. Par exemple, sur une prise classique qu'on a vu, une prise banane à 3. Donc là, on a bien le joueur qui va flash. On a le premier spawn en fait qui va smoke au fond et qui va courir pour chercher justement les joueurs balais et les joueurs là. Et on a le deuxième joueur qui va juste mettre une mollo balai. En fait, qu'est-ce qui se passe? Donc là, c'est exactement la même situation. Sur le timing, alors je vais revoir le joueur qui est dans la banane, je crois que c'est lui. Donc là on a la flash pour anti-rush. Donc ça c'est bien. Là avec la mollo de BDV en fait, qu'est-ce qui va se passer? Le mec est mollo. Du coup il se dit quoi? Oh putain je suis mollo, va falloir que je sorte une smoke. Hop, il sort la smoke. Et en fait, si NRK par exemple avait juste couru, il aurait eu l'avantage sur le joueur balai quoi. Il peut même le pré-shot, il peut même courir. Ça n'a pas d'importance. L'important c'est d'avoir le contrôle de la banane. Là, quand il s'est pompé, on peut aller chercher ce joueur-là, faire des wall smoke et tout, on a l'avantage en fait. Donc là, faut pas hésiter à mettre des flashs, à venir chercher ce joueur-là pour vraiment clear la banane. À la place, effectivement, bah, c'est un peu frileux et on se fait bouffer le terrain quoi. Donc ça, effectivement, il y a un travail à faire sur la banane. Ah, une écho, il n'y a pas de smoke, ok. Alors on n'a pas vraiment de win condition en fait. Ce que j'appelle une condition, c'est dire ok. Là on est dans un round... ça marche dans n'importe quel round bien sûr, mais d'autant plus, surtout sur les rounds écho comme ça, où on sait que
Il y a forcément un moment du round où on va être faible en fait. C'est de dire en fait. C'est de dire quoi? C'est de dire. En fait, on évalue. On évalue les possibilités. On se dit. Qu'est-ce qui se passe? En fait, on fait un travail de projection sur les rounds. On se dit, ok. Si les mecs qui viennent en B, en 5v2, et qui mettent du stuff. Côté B, qu'est-ce qu'on a? On a un joueur au Deagle. Et on a un joueur. Un autre joueur au Deagle. On a deux joueurs au Deagle. Donc si on veut gagner le round, qu'est-ce qui doit se passer? Il faut qu'en fait que ZDK et BDV ils fassent au moins 4 kills. 4 kills au Deagle. Parce que même une retake en 2v2, qu'est-ce que je raconte? 3 kills, au moins 3 kills. Au moins 3 kills. Parce que s'ils font pas 3 kills, c'est un 3v3 et 3v3 est perdu. Si c'est un 3v2 pour les CT, bon, ça peut se négocier, il y a un truc à faire. Malheureusement, en 5v2, si tu prends la meilleure des situations, les mecs qui viennent en B, ils font une exec avec smoke CT, smoke ici et des flashs. En fait, le round est perdu quoi. Le Deagle il perd la ligne, il peut pas assurer 3 kills. Si les mecs jouent bien en face, tu te fais stomp 5v2. Donc là, tu sais que déjà, ce qui est fait banane, c'est pas. Vous avez pas beaucoup de chances de remporter le round en fait. Il n'y a pas énormément de chances de remporter le round. Du coup, on va s'intéresser au A. Au A, qu'est-ce qui se passe? On est 3. Côté A, on a une flash, Deagle, et après ça reste du pistol. Donc là, pareil, si ça attaque le A en 5v3, avec les stuff et tout, et que ça split le A par exemple, il faut par contre que les joueurs du A assurent 3 kills. Donc pareil, si les mecs jouent bien en face, ils mettent du bon stuff, du bon deny et tout, il y a très peu de chances que ça passe. Donc au final, quels sont en fait les rounds, enfin dans quelle situation on est capable de gagner un round sans faire un exploit, tu vois. C'est la question qu'il faut se poser, c'est ça. C'est dans quelle situation on est capable de gagner le round sans faire des exploits. Parce que voilà, mettre des one de Deagle de partout, faire des trucs et tout. Là, tu sais que tu dois assurer 2 kills, même 3 kills. Là, tu sais que tu dois assurer 3 kills, et là, tu sais que tu dois assurer 3 kills aussi, voire même 4 kills. Parce que si les mecs sont en 2v2 et qu'ils ont le contrôle du pit et tout, bah c'est pareil, ça va être dur à gagner. En sachant que bon, on n'a pas forcément de stuff pour retake, pas de killer et tout. Quelles sont les situations où tu vas gagner en fait? C'est ça la question. C'est-à-dire d'un côté, en fait, si tu compares je sais pas moi, au poker par exemple, tu te dis ok, est-ce que t'as le choix de jouer contre un joueur de ce côté-là, t'as un 2 et un 7. Et de ce côté-là, t'as un 3 et un 10, tu vois. T'as un 2, un 7 et un 3 et un 10. C'est une valeur, tu vois, pour comparer. Bon, je pense que tout le monde a déjà joué au poker et tout. Et tu dis que tu vas jouer contre une paire d'as. Tu pars. Bon, allez, pas une paire d'as, mais une paire de valets. Imaginons que tu pars une paire de valets. Tu sais déjà que avant même que le round y commence, que en fait tu pars perdant, quoi. Tu pars perdant. Après, oui, il peut y avoir des bad beats, il peut y avoir des trucs. Et c'est là où. Mais voilà, est-ce que maintenant tu veux gagner sur un bad beat ou est-ce que tu veux te donner des chances de gagner? C'est-à-dire maintenant tu peux choisir ta situation. Tu peux dire, ok, là je vais décider. Côté A, je vais créer un setup qui vaut une paire d'as. Par contre, côté B, bon, je mets juste un joueur qui est un joueur tout seul, quoi. Il vaut pas beaucoup, mais il va pouvoir créer un fake, faire des trucs et garder une smoke, par exemple, pour essayer d'attirer les mecs. C'est-à-dire qu'en fait, tu te retrouves dans ton round avec une réelle win condition où tu vas dire, ok, si les mecs ils viennent en A, on les stompe. S'ils vont en B, bah écoutez, bien joué à eux. Par contre, on va essayer de récupérer des armes, de faire des trucs intéressants. En fait, on va essayer de gagner une bataille, de créer une bataille qu'on va pouvoir gagner. Et là, on n'a aucune des deux batailles qu'on est censé pouvoir gagner, tu vois. Contre des bons joueurs, je parle bien sûr. Eux, ça se trouve, en termes de niveau, bah, leur attaque, elle vaut un 2, un 2. Je sais pas, elle vaut un 3 sur 10. Mais c'est exactement comme ça qu'il faut réfléchir, en fait. C'est se donner des chances, tout simplement, de gagner, quoi. Se donner des chances de gagner à un endroit et prendre des paris, par exemple. Donc là, on va voir comment ça va se dérouler dans ce round-là.
Voilà, par exemple, là, ça attaque le B. Ouais, pourquoi pas un 4-1, ouais. Un 4-1, un stack. Généralement, 4-1, c'est bon. Jouer à 5, généralement, c'est pas ouf parce que, justement, contre une bonne équipe, tu vas avoir un joueur qui va prendre des informations. Et l'autre, de l'autre côté, tu vois, tu vas avoir un joueur. En fait, d'un côté, tu vas avoir les 4 joueurs. Et de l'autre côté, tu vas avoir un joueur qui prend l'info. Si en 1v1, il gagne son duel. Si il est contre plusieurs mecs, il donne l'info et du coup, ils peuvent accéder de l'autre côté. Tu vois, moi, si j'étais eux là, par exemple. À part si je fais une full exec B avec full mollo et tout, et où je dézone tout, effectivement tu peux jouer en 5v4 sur un BP, c'est-à-dire même si c'est stack, tu perds le round. Là par contre, eux ils ont choisi quoi, juste de mettre une smoke. Sur un round comme ça, tu mets juste un joueur là, et les autres joueurs qui attendent ici. Lui, il va aller prendre des informations. S'il tombe sur un mec, bon après son but c'est de récolter le plus d'informations possible. Donc là il va essayer de par exemple faire un petit décal là, il va voir qu'il y a un joueur là. Il va revenir, il va sauter, il va aller là, il va voir qu'il y a un joueur là. Il sait déjà qu'il y a un 2. C'est-à-dire que si tu attaques le B, en fait, t'es maximum en 5v3, en 4v3. T'attaques le B en 4v3, t'es bien. Du moment que t'as vérifié que c'est pas un stack à 5, t'es pas mal quoi. Donc effectivement, en CT, ouais, faire un 4-1, faire du stack, ou jouer justement l'écho de smoke, comme je parlais tout à l'heure. C'est justement quelque chose qui permet de pas forcément jouer en stack, de jeu classique, mais d'avoir quelque chose, d'avoir une valeur ajoutée quoi. Là, on n'a pas de valeur ajoutée sur peu importe ce qu'on fait. Oui, effectivement, ouais, soit faire des stacks, soit faire des crosses, soit faire une bonne agression, flash reprise sur un bon moment. Il faut créer quelque chose qui donne un avantage en fait. Donc là, on le voit, ils sont toujours 5 en face. On n'a pas fait tomber d'armes, on n'a pas récupéré d'armes. C'est un mauvais round écho. On n'a pas réussi à faire tomber, en sachant que vous avez acheté un petit peu des deagles, des trucs comme ça. C'est un mauvais round. Tu vois, juste en faisant par exemple, imaginons un stack à 3B, peut-être que vous aurez fait tomber 2 armes. Et ces 2 armes là vont, sur le long terme, vont jouer dans la balance quand les mecs pourront racheter, pas racheter, tout ça. Attends, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mollo, smoke. 8. Tiens, BDV qui joue pas la WAP en B. Bizarre. Non, Ah, là ça vole pas en BDV, je sais pas si tu savais, mais ça vole que à la WAP. Là le setup est pas fou, on prend beaucoup de dégâts, le mec qui monte sur la caisse, il y a une one way en plus. C'est pas très très ouf. Ouais, c'est ça le problème d'être dépendant du double AWAP, c'est que si t'as pas d'argent et même si tu perds ton round, t'es mal quoi. Alors que au rifle, en fait, avec juste même un AWAP en CT, ou voire même pas du tout d'AWAP, tu peux faire des très très bons trucs déjà. Exactement, ouais. On a des bonnes HE quand même, ça c'est quoi? Elle a touché l'HE. Elle a touché en atterrissant derrière le portail, sauf. Ça m'a fait rire. Donc ouais, on a de quoi faire des trucs là, c'est... En fait, ça, bah après c'est le problème des jeunes équipes, en fait, entre guillemets, qui ont pas énormément d'expérience ou quoi, c'est que on maîtrise pas encore tout. En plus, il faut travailler les maps, donc c'est pas toujours évident. Et il faut aussi élever le niveau de compréhension de jeu et de stratégie, de micro-stratégie, quoi. Et même de stratégie globale. Donc là, c'est cool, on a un petit setup dans le T. Ça, par exemple, tu vois, c'est intéressant. C'est intéressant. On va peut-être, voilà, on prend un premier kill, il y a un mec qui veut revenge, boum, deuxième kill. Il y avait moyen de faire encore plus si ça décalait bien et tout, mais c'est pas mal. Ok, BDV.
Euh, Donc là, c'est bien joué. Donc là, par exemple, on est dans une situation de 3v3. On sait qu'en 1v3, si on joue une position par ici, on va devoir faire un exploit en fait pour gagner le round. En fait, il faut que BDV soit... Si jamais BDV, imaginons qu'ils disent vas-y, je veux jouer les kills, il faut qu'il assure au moins 2 kills. Comme ça, c'est un 2v1. Un 2v2, tu peux être désavantagé. Sinon, tu as l'option effectivement de jouer retake. C'est-à-dire que tu es tout seul, tu dis je joue la retake. Mon objectif, ça va être de gratter un kill et de conserver la ruine. C'est-à-dire que là, on a cette zone-là. Quand on va faire la retake, ça sera vraiment... Ok, je vois. Ça marche. On va aller directement à l'essentiel alors. Donc là, si BDV joue bien, il arrive à gratter un kill en piquant sur un timing où les mecs sont naïfs. Et ensuite, il recule et sécure la ruine. Donc il sécure la ruine, c'est un 3v2, il a déjà le contrôle de la ruine, la retake est facile. On va voir ce qu'il a fait, le petit BDV. Ok. Donc là, c'est juste de l'expérience, tu vois. Je prends l'exemple de Kido. Par exemple, je joue souvent en Faceit avec lui et sur un... Salut Chris. Je prends l'exemple de Kido sur Faceit en jouant exactement la même situation. Trait pour trait, 3v3. Il joue Bobine sur Inferno. Après, bien sûr, il faut connaître les timings. C'est par rapport aux stuff qui sont lancés, des trucs comme ça. Donc lui, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il serait resté exactement comme ça, accroupi. Après, je prends l'exemple de Kido, c'est pas un joueur pro, mais c'est un joueur qui a déjà pas mal de basiques et tout. Donc là, déjà, il se serait avancé à droite. C'est-à-dire que quand tu vas te relever, en fait, tu vas avoir un pic sur les mecs qui déclenchent. Donc là, généralement, qu'est-ce qui se passe? La flash est partie, le joueur décale. Le premier truc qu'il regarde, c'est la bobine. Il voit qu'il n'y a personne bobine, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde un autre endroit. Et c'est à ce timing-là, en fait, que tu dois piquer. Si tu piques à ce timing-là, tu arrives à gratter ton kill, tu recules et tu joues la ruine. À la place de ça. Donc là, c'est si tu voulais jouer la retake. Entre autres, là, t'as pas joué la retake, t'as voulu commit sur les kills. Si tu commit sur les kills, très bien. Mais par contre, il faut que t'assures 2 kills. Donc là, c'est toi qui as mal joué, tu vois, BDV. Il faut que tu fasses un des deux trucs. Si tu remplis pas tes objectifs, il faut que tu t'intéresses à comment t'aurais pu remplir tes objectifs. C'est-à-dire maintenant, tu dis, ok, je joue retake, j'assure un kill, je recule. Ok, je commit, mais par contre, il faut que j'assure 2 kills. Donc là, comment t'aurais pu assurer 2 kills? Il aurait fallu que... Individuellement, là, c'est pas trop un problème individuel, parce que les mecs, enfin, je veux dire, en mécanique IM, les mecs t'ont pas donné l'opportunité de faire un truc de ouf, quoi. Ils t'ont bien décalé ensemble, ça bien décalé. Donc il aurait fallu soit que tu joues en ligne cassée, par exemple ici, où tu peux gratter un kill, voire un deuxième. Là, tu peux faire un double kill. Là, ça pouvait passer comme on t'était, mais il fallait mieux décaler et tout, quoi. Voilà. Allez, je passe les rounds. 13-10. Merde, je vais regarder les rounds 13-11. Ah, ça va être l'heure, je vais devoir vous quitter. Ouais, je fais 2 petites minutes. Donc là c'est bien, on a une... Non, c'est pas bien en fait. On utilise des utilitaires pour rien en fait. Les utilitaires sont vraiment super importants surtout sur Inferno. En fait là on jette des utilitaires pour rien parce que les mecs, bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils reculent et ils réavancent après et en fait il n'y a personne pour défendre la zone. Donc là ouais, le round était pas trop mal géré. Je vais regarder un autre round. Là ils ont le contrôle, en face ça prend le contrôle. Kill sur l'appart. TVX. Ah, ça c'est un truc que j'aime pas trop là, tous les 4 kits que je vois. J'aime pas trop ça même. Mais bon. Ça c'est fort, ça c'est bien, ça j'aime vraiment. Ça c'est vraiment cool, la reprise à WAP comme ça, pour reprendre l'info ou reprendre un kill, c'est vraiment bien. Ça c'était dangereux par contre de remonter. Après on met les rounds quoi, c'est pas trop mal.
Alors, ça va attaquer le BA3. Là, bon kill a wap. Bon kill a wap encore. Ok. Ok, je vais éteindre ça. Alors. Pour résumer. Pour conclure cette analyse, concrètement, il y a clairement un gap stratégique à améliorer. Vous pouvez largement step up et tout, rien qu'en comprenant certains principes de jeu, la manière d'aborder les rounds, la stratégie et tout. Comment progresser en fait pour aller à plus haut niveau. Que ce soit en CT comme en terreau d'ailleurs. Il y a vraiment des choses à comprendre qui sont essentielles. Et cette mentalité-là, cette réflexion-là, en fait, des mécanismes de réflexion instaurés en fait dans l'équipe qui vont faire que vous allez gagner les situations que vous devez gagner et éviter les situations que vous êtes censé perdre. Et en fait, régule le plus de rounds possible comme ça, ou en fait, identifier quand vous êtes en avantage et quand vous êtes en désavantage. Après, clairement, en terreau, ça manque de contrôle map. Les contrôle maps sont soit négligés, soit les prises de zone sont pas forcément hyper bonnes. Et en CT, pareil, au niveau des contextes de zone, il y a beaucoup mieux à faire, quoi. Donc là, il n'y a pas 10 000 solutions. En gros, il faut tout simplement regarder des équipes pro, essayer de comprendre comment ça fonctionne, comment tout ça fonctionne. Il ne s'agit pas de copier-coller un jeu en fait, mais dans la globalité, si on retrouve la même chose chez tous les pros, c'est qu'il y a une raison en fait. C'est tout simplement qu'aujourd'hui, si vous voulez être capable de battre n'importe quelle équipe qui est moins bonne que vous, c'est de devenir fort sur des contrôles map et sur des prises de zone, quoi. Donc ouais, travailler, essayer de bien comprendre tout ça, mettre en place tout ça. Et ça marche, Matkin. Bah écoute, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, de toute façon, je suis en contact avec BDV, donc on pourra toujours en discuter. Mais il y a des choses intéressantes, et puis on refera peut-être des lives comme ça pour analyser les choses un peu. Mais ouais, mettre en place tout ça, se préparer, et ouais, surtout créer un environnement en fait, et pour que chaque joueur puisse se développer dans son rôle et devenir meilleur, quoi. Et viser un plus haut niveau, quoi. Step up, step up, step up. Et merci à vous. Je vais vous laisser, du coup, je vais partir en réunion. Et je vous dis à une prochaine fois. Tout. Salut.